Je suis journaliste depuis 30 ans, spécialiste des dossiers agricoles et des questions environnementales. Je suis retraité depuis quelques années, mais comme tous ces dossiers continuent de me passionner, je n'ai jamais arrêté d'écrire ni de faire du reportage. Et donc, au fil des ans, j'en suis venu à écrire 3 ouvrages en 2008, en 2011 et en 2013. Et ces 3 ouvrages sont une suite de réflexions pour essayer de concevoir une agriculture du XXIe siècle, c'est-à-dire qui soit beaucoup plus économe en intrants de toutes sortes, tout en étant productive et qui participe au freinement du réchauffement climatique. Mon constat actuel est le suivant. Je pense que l'agriculture productiviste extrêmement consommatrice de carburant, d'engrais, de pesticides ne peut pas continuer comme ça. Et d'autres méthodes qui ont prévalu ces 50 dernières années, comme par exemple la sélection génétique, ont donné à peu près le maximum de ce qu'elles pouvaient donner. On est arrivé à passer de 3000 litres de lait par vache à quelque chose comme 8-9 000 litres en moyenne. Je pense que ce n'est pas possible d'aller beaucoup plus loin, sans compter que les animaux qui sont soumis à ce régime sont en souffrance en permanence. Donc je pense que le moment est venu de changer de méthode. Je sais que ça se fera progressivement, mais je crois qu'il faut commencer dès maintenant. Et comme des gens ont déjà commencé à le faire, j'ai fait le choix d'aller les voir sur l'exploitation pour regarder comment ils travaillaient et donc rapporter dans ce livre des méthodes que je considère moi comme innovantes et qui vont progresser, je pense, dans les prochaines décennies, oui. Ma conviction est que les énergies fossiles vont être de plus en plus chères et donc il coûtera de plus en plus cher de produire en étant de gros consommateurs d'énergie fossile. Par exemple, les difficultés qui s'accumulent en Bretagne aujourd'hui sont révélatrices de ce système. Les Bretons produisent beaucoup sur peu de superficie, avec beaucoup d'engrais, avec beaucoup de déjections animales qu'ils ne savent pas recycler et aussi avec beaucoup d'importations de protéines végétales, des tourteaux de soja notamment. Et je vous lisais hier encore dans un quotidien que le prix du soja est en train de monter à nouveau et on voit bien que l'agriculture qui est à ce point dépendante des produits importés souffre de plus en plus et ne pourra pas continuer comme ça. Donc ça, c'est un premier aspect. L'autre aspect, c'est qu'on nous a dit que les organismes génétiquement modifiés, les OGM, allaient nous porter la solution. Or, ce qu'on constate aux États-Unis, au Brésil, en Argentine notamment, les 3 pays qui ont beaucoup d'OGM pour produire et des céréales, notamment du maïs et du soja, au début, ça ne se passait pas trop mal puisqu'ils avaient des graines ou des plantes résistantes aux herbicides et donc en mettant un peu d'herbicide, on pouvait faire du maïs derrière du maïs et du soja derrière du soja. Mais au fil des ans, on constate que les adventices, c'est-à-dire les mauvaises herbes, et aussi les ravageurs résistent de mieux en mieux au traitement de Monsanto et des autres, et qu'il faut mettre de plus en plus de produits chimiques, ce qui finit par empoisonner les sols, sans compter que faire de la monoculture de rente, c'est une mauvaise pratique agronomique. Ce qu'il faut faire, c'est des rotations de culture. Ça, on le sait depuis des siècles, sauf que avec les méthodes modernes de production, on l'a voulu oublier depuis une 50aine d'années et maintenant, on en paye le prix un peu sous toutes les latitudes. Alors ces solutions, je ne les ai pas trouvées tout seul, mais comme j'ai beaucoup observé ce qui se fait d'innovant ces dernières années, il y en a quelques-unes qui ont vraiment retenu mon attention. Je veux commencer par ce qu'on appelle le travail simplifié du sol, c'est-à-dire que ça consiste à ne plus labourer. Au lieu de labourer, on griffe le sol. Mais avant de griffer le sol, en général, on broie les intercultures, c'est-à-dire les plantes qu'on a fait pousser pour faire de la matière organique. Et ce faisant,
on enrichit progressivement les sols. Les gens qui pratiquent comme cela depuis une dizaine d'années sont souvent passés de 0,5% de matière organique dans les sols à quelque chose comme 7%. Et cette matière organique qui se décompose à la surface du sol, elle a un rôle très important parce qu'elle retient l'eau de pluie en servant d'éponge et elle sert aussi de nourriture aux vers de terre qui décomposent ces matières organiques. Et ces mêmes vers de terre, comme ils creusent beaucoup de galeries dans le sol, eh bien, ils permettent à l'eau de pluie de pénétrer beaucoup plus, ce qui fait qu'on n'a pas ces ruissellements qu'on a quand on fait des labours, par exemple. Donc on enrichit les sols, on a moins besoin d'engrais de toutes sortes, qu'il s'agisse de potasse, de phosphate ou d'azote, et on arrive comme cela à produire mieux à moindre coût. Il y a, notamment dans l'élevage, ce qu'on appelle la culture des légumineuses. Nous avons eu tendance ces 30 dernières années à simplifier de manière extrême l'alimentation des animaux de ferme, c'est-à-dire que les vaches laitières et les autres ruminants sont surtout nourris de maïs en silage et de soja importé. Donc une double nourriture granivore, puisque dans le maïs, il y a certes la tige, mais il y a aussi l'épi proche de la maturité. Or, les paysans que j'ai vus et qui font des mélanges de graminées et de légumineuses, c'est-à-dire du raie gras par exemple et du trèfle, eh bien, ils n'ont pas besoin de maïs, ils n'ont pas besoin d'acheter du soja. Certes, ils produisent moins de litres de lait par vache, mais comme le prix de revient du litre est beaucoup plus bas, ils gagnent mieux leur vie que les autres. Ils ont peut-être un peu plus de travail, mais la qualité de leur sol est beaucoup meilleure également, donc ils pratiquent une agriculture durable. Donc cet aspect aussi est très important à mes yeux pour, je crois qu'il faut réapprendre à nourrir les ruminants avec de l'herbe et pas seulement avec du grain comme on le fait aujourd'hui. D'autant plus que le rendement de l'herbe, comme le rendement des plantes potagères comme la betterave, est beaucoup plus important à l'hectare que le rendement céréalier ou que le rendement de soja. Alors l'agroforesterie, on en a fait sans s'en rendre compte pendant longtemps en France. Quand on exploitait des châtaigneraies, c'était de l'agroforesterie. Quand on avait des vergers de pommiers à cidre, c'était de l'agroforesterie. Quand j'étais enfant en Bretagne, chez moi, il y avait des vergers et on cultivait du blé entre les rangées d'arbres. Donc, on savait le faire dans le temps. Et puis, en Bretagne comme en Normandie, on a laissé tomber les pommiers. En Ardèche et ailleurs, on a laissé tomber l'essentiel des châtaigneraies parce que la culture du blé était plus simple. Mais je me dis aujourd'hui, moi, avec 9 milliards de gens à nourrir dans 30 ou 40 ans, si on veut nourrir tout le monde, il faut revenir à plus de proximité et il faut éviter de manger dans l'assiette des autres. Quand je dis manger dans l'assiette des autres, c'est les pays riches qui importent beaucoup de nourriture, y compris des pays pauvres et y compris des zones maritimes des pays pauvres. Par exemple, si les Français ne mangeaient que les poissons pêchés par leurs bateaux dans les eaux de l'Union européenne, on arrêterait de manger du poisson au mois de mai. Donc on voit bien qu'on a besoin de revenir à plus d'autonomie. Je suis né en Bretagne et durant mon enfance, les années 40-50, toutes les prairies étaient utilisées. Et les prairies de fond de vallée ont été systématiquement abandonnées quand le maïs est arrivé en Bretagne. C'est-à-dire qu'en récoltant le maïs pour nourrir les vaches, on n'avait plus besoin de s'occuper des prairies qu'il fallait faucher ou sur lesquelles on produisait de l'herbe. Et donc elles sont à l'abandon de manière quasi systématique. Alors je ne pense pas, moi, que les paysans demain auront le temps de s'occuper à nouveau de ces prairies, mais je pense qu'on peut en faire des couloirs écologiques. Je veux dire par là que ça peut être peut-être le travail d'associations, associations de pêcheurs, associations de chasseurs peut-être, mais aussi associations de randonneurs et autres, peut-être aussi, parce qu'on peut dans ces vallées produire du miel notamment. Si on fait de sorte que
on plante de l'acacia sur les talus, voire des châtaigniers sur les parties sèches, plus des fruits à noyaux qu'on ne cherchera pas à récolter, mais qui seront là pour nourrir les abeilles après la floraison, enfin tout au long de l'été, on peut faire en sorte qu'on produise de la nourriture dans ces vallées. On peut peut-être faire pâturer des animaux de temps en temps, ça reste à régler avec des agriculteurs. Et moi je propose, pour arriver à ce résultat, que peut-être on réfléchisse à la question foncière. Est-ce que, par exemple, ça ne vaudrait pas le coup, au lieu d'avoir des parcelles cadastrées, de transformer ça en parts dans une vallée qui serait négociable, qu'on pourrait vendre entre adhérents, associations et autres. Je pense qu'il y a quelque chose à inventer dans ce domaine, parce que pour l'instant, le droit de propriété, c'est un droit de stériliser, puisque ceux qui sont propriétaires ne font aucun usage de ces vallées qui peuvent avoir, à mon avis, une activité écologique très intéressante. Chaque fois que j'écris un livre, je passe un an après à faire des débats, là on me demande, à essayer de faire partager les idées qui sont dans ce livre. J'étais à l'invitation d'une association à côté de Senlis vendredi soir. Et hier, dimanche, j'étais en Dordogne où j'ai rencontré une quarantaine de personnes. On a eu un débat très intéressant pendant 2 heures. Et je crois que les gens s'intéressent de plus en plus à ce que peut être un autre type d'agriculture beaucoup plus proche du consommateur et beaucoup moins soumise au marché mondial. Je crois qu'il y a une écoute nouvelle dans la population sur ces questions-là. Et donc, je veux, oui, faire en sorte que les idées qu'il y a dans ce livre, je contribue à les faire connaître le plus possible. Oui.